Et ça marche. Bon, bah, bonjour Marc. Bonjour. Merci beaucoup déjà de participer à ce sommet autour des animaux. Ça va être un partage fort intéressant. Donc, vous êtes un naturaliste, surtout un passionné du vivant, un passionné de toute cette nature qui est finalement présente autour de nous et qu'on voit pas forcément, auquel on prête pas vraiment attention. Un vulgarisateur de la nature, justement, et de biologie aussi, de tout ce qui se cache derrière, spécialisé en zoologie. Vous avez écrit 40 livres autour de la nature, des chroniques, des émissions, des interviews, etc. Et vous êtes aussi un défenseur du vivant, donc un porte-parole de l'association de protection des animaux sauvages. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute ensemble justement de cette connexion au vivant que vous avez, de cette connexion à toute cette nature, aux animaux qui est présente autour de nous et de tout ce qu'ils peuvent nous apporter ou nous apprendre. Voilà. J'aime beaucoup ce nom de vivant. Avant, on disait nature, ça me plaît aussi, nature. Il y a des peuples qui ne parlent pas de nature d'ailleurs, parce que déjà, ça nous met à côté de la nature comme si on n'en faisait pas partie. Et le Ouais. vivant, c'est vraiment l'ensemble de tout ce qui vit. Hein, et je préfère nettement ça au mot biodiversité, qui m'agace un peu parce que c'est très technocratique et ça donne pas justice à la nature, à tout ce que ça d'appel à l'imaginaire, au sensitif et même au sacré, à des choses aussi fortes que ça. Donc, nature et monde vivant, oui, oui, ça me plaît bien. Ouais. Et c'est vrai que ça nous intègre plus dedans que biodiversité. On parle souvent de la biodiversité, mais du coup, c'est comme si à chaque fois on se séparait de cette vie-là aussi. On parlait aussi beaucoup d'ailleurs de l'extraordinaire qui se cache dans l'ordinaire. On reparlera de ça parce que j'y pensais beaucoup. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier la beauté et le côté sacré de cette nature qui est là autour de nous. J'aimerais bien commencer par savoir un peu d'où vient cette connexion avec la nature et c'est quoi votre histoire pour en arriver là et aujourd'hui finalement? Bon, a priori, on est tous plus ou moins connectés avec la nature, c'est vrai. Et les gens de mon espèce, les naturalistes, je pense qu'on l'est encore plus que les autres. Tous les enfants sont très connectés avec les animaux, avec la nature, instinctivement. Ils sont beaucoup plus proches du spontané, du naturel. Et il y en a, bah, ça les quitte avec l'âge. Moi, je suis resté au stade de l'enfance instinctive, il faut croire. Comme beaucoup de gens, d'ailleurs, il y a plein de vieux scientifiques au muséum qui restent des enfants illuminés devant Mmh. une bouche, devant quelque chose comme ça. Et j'aime bien cet enthousiasme, cette connexion, en effet, parce qu'on fait vraiment partie du même monde et tout ce qui vit est passionnant. Mmh. Et quand vous étiez enfant, vous étiez, justement passionné par, je sais pas moi, les insectes, les fourmis, la nature qui est présente autour? Ou c'était Oui, présent comme ça? oui, bah, je vivais en HLM, donc mes souvenirs d'enfance, c'est surtout quand j'étais à la campagne chez mes grands-parents, surtout. Et je voyais beaucoup de docs animaliers, de choses comme ça, de revues sur les animaux. Il y en avait pas mal. Donc je me nourrissais de ça. Et tous mes souvenirs, enfin tous les souvenirs forts, sont en contact avec la nature et les animaux. C'est vraiment, il y a quelque chose d'émotionnel là-dedans dont il faut tenir compte. Il n'y a pas que la science. J'ai pas un abord uniquement scientifique ou de la biologie. C'est intéressant, c'est passionnant, hein, mais c'est pas que ça. C'est aussi sensitif, c'est aussi esthétique, c'est aussi artistique, émotionnel. Il y a beaucoup de choses dans ce qu'on vit par rapport à la nature. Mmh. Mais c'est ça qui est magnifique aussi, c'est ce lien que vous arrivez à faire entre justement les 2. Approcher le plus scientifique et sensitif et rallier un petit peu les 2 parce que finalement, pareil, ça fait finalement partie du même monde aussi. Et et du coup, pourquoi est-ce que c'est si important pour vous de partager tout ça autour de la nature, du vivant? Alors après, il y a aussi une notion de transmission. Il y a des gens qui aiment transmettre, dont j'en fais partie. Je ne me vois pas garder ça pour moi. Et vous l'avez dit, je suis très impliqué professionnellement, donc je fais des bouquins, des émissions. La nature me rapporte, hein, dans le sens pragmatique. Et je trouve que c'est tout à fait lui rendre justice que de redonner. Donc je suis bénévole à l'ASPAS, l'Association pour la protection des animaux sauvages, donc depuis 40 ans. Hein. Ça fait un moment que je me dévoue. Donc c'est beaucoup de temps, mais je ne vois pas comment on pourrait ne pas s'investir aujourd'hui. Donc j'ai l'âge d'avoir vu
les fameux insectes quand on se baladait en voiture qui noyaient les pare-brises. Il fallait nettoyer les voitures tellement il y en avait. Et j'ai vu disparaître ça, j'ai vu disparaître beaucoup de choses. Donc j'ai l'âge d'avoir vu beaucoup de choses évoluer dans le mauvais sens. Donc je pense que ça ne serait pas responsable de ne rien faire. Souvent, on me demande, mais qu'est-ce que je peux faire pour la nature? Mais au moins déjà adhérer à une association, je pense que c'est très important. Parce que les associations, elles sont pleines de bénévoles et de salariés qui savent quoi faire. Donc déjà, ça vous donne des idées. Il y a souvent des bulletins qui vous donnent des informations de première main. Il faut bien dire que les grands médias ne sont pas très vifs sur ce genre de sujets qui sont pourtant vitaux. Donc c'est quand même très important de s'investir, je pense. Ouais, carrément. Et du coup, si on revient un petit peu aux animaux, qui est le sujet de ce sommet, qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire quant à votre relation aux animaux? Est-ce que vous auriez des anecdotes marquantes autour des animaux et des liens qu'on peut avoir avec donc, principalement des animaux sauvages dans la nature de proximité? Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous auriez envie de nous en dire? Alors, il y a le contact avec la nature et les animaux sauvages, c'est vrai, mais comme ils sont farouches, on les voit de loin. Mhm. C'est à travers mes jumelles que j'observe les oiseaux. Les jumelles, ça permet de ne pas faire peur à des espèces qui sont farouches et de voir leur comportement. Mais souvent, les naturalistes, justement, s'intéressent pas assez aux animaux domestiques, qui est une autre sensibilité. Et, alors qu'on passe devant des chevaux, des vaches, des moutons qui ont des comportements naturels, puisqu'ils ont beaucoup moins peur de l'humain. On pourra voir un poulain téter sa mère, alors qu'un faon téter un chevreuil, une chevrette, c'est beaucoup plus difficile. Donc, pourquoi ne pas profiter justement de la vision que nous donnent les animaux domestiques? Et moi, j'ai des anecdotes. Bon, on a un cheval, par exemple, qui s'appelait Okashido, enfin, on va l'appeler Kiki, c'est comme ça qu'on l'appelait, qui s'est choisi un ami. C'est-à-dire qu'il a pris en charge sous son aile vraiment un autre cheval qui s'appelait Loulou, c'est des noms simples à retenir, hein, qui était un peu abandonné, perdu, qui a eu faim dans sa vie, enfin qui était un peu à part. Et Kashido lui a appris à être un cheval. Il lui a montré comment brouter, comment se comporter avec les autres. Il a vraiment pris sous son aile. En fait, il l'a choisi. Finalement, on l'a acheté parce qu'ils étaient inséparables. Ils sont devenus inséparables. Et c'est une belle histoire, comme il y en a beaucoup avec les animaux domestiques d'ailleurs. Euh, on a longtemps négligé leur sentience, leurs sentiments, leur univers, leur conscience et leur monde psychologique. Et quand on les côtoie un peu, qu'on prend la peine de les regarder, parce que souvent les gens qui ont des chevaux, c'est juste pour monter dessus. Et en fait, ce qui se passe de plus intéressant, c'est qu'on est à côté. C'est quand on est à côté qu'on les regarde. Donc on peut passer des heures à regarder des chevaux, à regarder des vaches, à regarder tout ce qui nous entoure, quoi. Et c'est vraiment très enrichissant, hein. Mm. Donc ce serait ça l'idée de regarder aussi, de prendre le temps justement de regarder tous ces animaux domestiques qui nous entourent. Et ça nous permet du coup d'en savoir plus aussi sur les animaux sauvages, ou c'est juste un mode Oui, d'observation différent. on est tous issus des mêmes processus évolutifs, donc ça nous en apprend aussi sur nous-mêmes. Donc je parlais des enfants tout à l'heure qui sont très proches des animaux, qui ont des contacts formidables. C'est Jane Goodall qui dit que son premier instructeur, son premier maître, ça a été un chien qui s'appelait Rusty, avec lequel elle jouait et qui lui a montré que l'animal était sensible, qu'il avait des points communs. Un enfant et un animal qui jouent, ils sont dans le même monde, ils ont beaucoup de connexions. Et on voit souvent d'ailleurs les enfants et les animaux avoir des rapports fusionnels qu'on a beaucoup plus de mal à avoir un petit peu plus tard. On oublie beaucoup de choses. On oublie notre nature intérieure et extérieure. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Mm. Et justement, vous parlez aussi justement de cette connexion donc avec les animaux, donc cette connexion dont on parle là avec les enfants, cette connexion qui est finalement plus intuitive et qu'on ne peut pas toujours expliquer et qu'après on oublie. Est-ce que vous avez des souvenirs aussi de connexion avec des animaux étant enfant ou aujourd'hui? Des anecdotes de connexion forte entre vous et justement un animal, qui soit sauvage, Alors, domestique? mes parents ne voulaient pas que j'ai d'animaux, mais ma grand-mère avait un chien et jouer avec le chien, bah, c'est pour ça que ça m'est resté. C'était quelque chose de très instructif, en effet, et parce que c'est un contact.
Les animaux sauvages, on n'a pas de contact avec eux, et vraiment les animaux domestiques, on les caresse, on partage le même monde, on dort ensemble, on mange ensemble, ou presque, on se balade ensemble, enfin on a vraiment une vie commune. Un animal, ça fait partie de la famille. Et c'est souvent un excellent pédagogue à quatre pattes pour les enfants, parce que ça montre des choses que les adultes ne montrent pas, et souvent des choses qui sont un peu tabous dans notre civilisation. La maladie, la mort, la défécation, des tas de choses comme ça. La sexualité aussi. Les animaux, ils n'ont aucune pudeur là-dessus. Ils se montrent tels qu'ils sont, sans tabou. Et pour les enfants, c'est souvent les enfants des villes, c'est la dernière part de sauvage et de spontané qui existe dans les villes. Et c'est très important pour eux de voir ça, de comprendre qu'ils font partie d'un monde organique qui est comme eux. Et c'est beaucoup ce qui nous manque aujourd'hui, parce que les enfants d'aujourd'hui sont très branchés sur leurs écrans et déconnectés de la nature, de la vie, et ils ne se rendent plus compte de ça. Ils sont dans un monde en deux dimensions. Et revenir vers les animaux, revenir vers la nature, c'est quelque chose de fondamental qui leur manque énormément. Et s'il y avait quelque chose à faire aujourd'hui, je pense, pour la société, ça serait d'encourager les sorties nature dans toutes les écoles. Vraiment, je pense que c'est vraiment quelque chose qui manque énormément à tous les futurs journalistes, politiques et autres qui sont des gens brillants, qui sont des cancres en écologie. Et Mm. c'est vraiment le gros point faible de la société aujourd'hui. Mm. Ouais. Ouais, j'adore cette idée parce que c'est vrai qu'on s'est vraiment séparé de la nature. On a oublié que ça faisait partie de nous et ça fait vraiment partie du décor. On parlait aussi de baladothérapie, de connexion avec les arbres, de connexion finalement avec tous ces êtres vivants. Et c'est vrai qu'on oublie ça, on oublie que c'est des êtres vivants et on les regarde comme s'ils faisaient partie du décor, comme un mur quand on se balade dans la rue. Et du coup, ce serait quoi l'idée? Ce serait de retourner dans la nature, d'emmener les enfants dans la nature et de prendre le temps de leur montrer les êtres qui Oui, sont autour. de prendre le temps, pas seulement de leur montrer, de les laisser expérimenter eux-mêmes. Parce que la Mm. nature, c'est l'éveil des sens. Il y a toute une école nord-américaine de sortie dans la nature, justement, par des gens. Il y a toute une école qui a donné les scouts, qui a donné autre chose, mais il y a vraiment une école de retour à la nature, un peu comme les Amérindiens. Et on faisait faire des tests, par exemple, des enfants, on leur bandait les yeux et on les amenait près d'un arbre, donc ils avaient que le toucher. Et ensuite, on les reculait, on enlevait le bandeau et on leur disait c'est quoi l'arbre que tu as touché. Et il y avait tout de suite une connexion entre l'enfant et cet arbre, c'est qui devenait son arbre, puisqu'il le reconnaissait au toucher, il avait un autre abord. Ou alors on leur faisait passer une nuit à la belle étoile. Ça, c'est une expérience mais formidable, sensorielle, de dormir dehors. C'est pourtant tous nos ancêtres dormaient dehors et c'est quelque chose qu'on a toujours en nous. Et voir les étoiles, prendre conscience de la grandeur du cosmos, c'est des choses qu'on n'a même plus. Dans les villes, les immeubles vont jusqu'en haut, on voit Mm. des petits bouts de ciel pollué tout rose. Donc c'est pas, on sait plus où on est. En fait, c'est vraiment ça. Et le retour à des choses aussi simples, grimper aux arbres, marcher dans les ruisseaux, reprendre conscience des trois dimensions, justement, prendre des risques, à la limite, se casser la figure, ça fait partie aussi de l'apprentissage de la vie. Et c'est des choses qu'on n'a plus dans des écoles où tout est surprotégé, où le seul exercice physique que font les enfants, c'est de la compétition pour courir le plus vite, et ce n'est pas du tout le bon état d'esprit pour s'épanouir. Et la nature donne beaucoup de ces choses-là, les animaux aussi d'ailleurs. Les animaux, c'est une école de patience, par exemple. Ça, c'est une chose qui manque beaucoup aux enfants d'aujourd'hui, qui manque de Mm. concentration, parce que les écrans leur apportent des choses, il y a des lumières, des couleurs, des musiques, il y a des tas de choses qui leur arrivent passivement, et eux, ils sont de moins en moins créatifs. Alors que plus un jouet est simple, un jouet en bois par exemple, sans aucune technologie, et plus l'enfant fera appel à son imagination, à sa créativité et grandira. En fait, on les empêche de se développer dans un sens. Et on sait, il y a des expériences qui montrent que les enfants qui passent tant d'heures devant un écran ne savent plus dessiner un personnage aussi bien que ceux qui ne sont pas toujours scotchés devant des écrans. Donc en ce moment, l'humanité perd de ses moyens, et physiques et cérébraux. On sait bien que le QI descend. Il n'y a pas que le QI comme
pour mesurer l'intelligence, mais c'est quand même un des symptômes. Et physiquement, à chaque régénération, les enfants marchent moins, courent moins et ont moins cette vie physique qui leur fait oublier qu'on fait partie de la nature, justement. On est dans une mauvaise pente descendante, là. Et c'est vrai que cette sursollicitation aussi justement des écrans où il y a tout le temps 1000 choses, en fait, on oublie juste cette contemplation et juste ce retour finalement à l'essentiel. Et c'est un peu ça que vous dites dans l'extraordinaire se cache dans l'ordinaire, derrière cette phrase. Qu'est-ce que vous mettez exactement derrière? Alors ça, c'est autre chose. Pendant mes émissions télé ou autres, ou dans ce que je vois, je vois beaucoup qu'on s'intéresse aux animaux exotiques, aux animaux rares, aux animaux emblématiques, et pas forcément aux moineaux du coin de la rue, à l'araignée sur le coin de la fenêtre et tout ce qu'on peut voir, alors que tout est extraordinaire. Je suis désolé, par exemple, quand je vois que pour montrer la symbiose entre un arbre et les fourmis, on va toujours chercher le Cécropia, qui est un arbre que j'ai observé en Guyane, qui est très intéressant. Mais les cerisiers, là j'en ai un face de moi, les cerisiers, ils font la même chose. Ils ont une petite boursouflure rouge, comme ça, qu'on appelle les nectaires, qui donnent des bonbons aux fourmis. Donc les fourmis qui ne volent pas parcourent l'arbre, qui font une sorte de parcours de patrouille pour défendre l'arbre. En fait, il y a vraiment un accord, entre guillemets, entre l'arbre et la fourmi qu'on peut observer chez nous dans notre jardin, dans le verger. Et pour moi, c'est important de parler de ce qu'on a autour de nous pour apprendre à ouvrir les yeux et les oreilles. Parce qu'en fait, on a des merveilles partout. Donc, c'est ça l'extraordinaire dans l'ordinaire. La nature dite banale, ça sera peut-être la nature rare de demain. Donc, il faut aussi penser à la préserver et à l'observer. Et rien de tel que de connaître les petites anecdotes qu'il y a derrière les lézards, les fourmis et autres pour avoir envie de les protéger. Donc, mon boulot, ma mission, entre guillemets, que je me suis auto-donnée, c'est un peu de montrer à tout le monde que les animaux sont intéressants pour eux-mêmes. Ça, c'est très important parce qu'on ne parle d'animaux qu'en matière d'exploitation. Même d'ailleurs, quand on parle de zoothérapie, les animaux, on les prend pour des médecins. Ça marche, c'est vrai, et c'est très bien, mais c'est encore une forme d'exploitation. Et les animaux, on peut juste les regarder pour ce qu'ils sont. Et on a du mal avec ça. Allez me citer un livre sur les vaches qui ne parle pas du fromage, voire des steaks ou d'autres choses. C'est très, très, très difficile de ne pas les lier à ce qu'on en fait. Et les ouvrages sur le cheval, il commence à y en avoir sur juste l'éthologie du cheval, mais en général, ce sont des livres sur l'équitation. Donc, dans tous mes livres, je dis qu'ils sont végano-compatibles, c'est-à-dire qu'on ne parle vraiment pas de ce que ça. La nature, c'est pas fait que pour être bouffée, pour être exploitée. Contemplons un peu. Prenons le temps de regarder, d'observer. C'est un bienfait aussi pour l'intelligence, pour la curiosité, pour le sens de la déduction. Avant, les grands scientifiques comme Darwin ou Fabre pour les insectes, c'est des gens qui ne faisaient quasiment rien d'autre que de regarder, d'observer, déduire, de chercher des lois, de les expérimenter par deux, trois petites choses, mais sans technologie. Et ils ont fait changer le monde rien que par leur sens de l'observation et leur contact avec la nature. Donc, c'est pas gratuit non plus, d'ailleurs. C'est très enrichissant. Donc, revenir à juste l'observation et la contemplation de la nature, juste pour elle, finalement. Et est-ce que, justement, vous avez des anecdotes sur les fourmis, par exemple? Parce que moi, je trouve les fourmis toujours passionnantes parce que j'adore leur organisation, déjà. Leur organisation est hyper inspirante. Mais ouais, est-ce qu'il y aurait autre chose? Il y a des choses à dire sur tous les animaux. Là, si vous me branchez, on n'a pas fini. Hein. On va en prendre, ouais. Oui, alors Bien. bon, il y a des fourmis extraordinaires. Il y en a qui sont kamikazes, par exemple, qui éclatent quand elles rencontrent des ennemis ou des choses comme ça, mais ça, c'est exotique. Mais dans les fourmis du jardin, on peut observer. Ce qu'on voit chez les fourmis, c'est uniquement des femelles stériles, c'est des ouvrières. Et on pense qu'elles sont super travailleuses, parce qu'on ne voit que les travailleuses. Mais dans la fourmilière, ça c'est une anecdote, je crois qu'il y a à peu près 42% qui ne fichent rien, qui sont une sorte d'armée de réserve au cas où il y a une inondation, quelque chose, je ne sais pas, quelque chose à faire. Et donc, les fourmis ne sont pas si travailleuses qu'on le voit, parce qu'on ne voit que celles qui travaillent.
Donc ça, c'est une anecdote déjà qui nous remettent les fourmis en place. L'autre, c'est un peu parler de leur Umwelt. Vous savez, l'Umwelt, c'est l'univers personnel de chaque animal. C'est un scientifique, Jacob von Uexküll, qui a dit ça, qui a parlé par exemple de l'univers de la tique, qui est très très restreint. Une tique, ça sent plus ou moins l'humidité, la chaleur et certaines odeurs, et puis c'est tout. Ça ne voit pas, ça n'entend pas, enfin c'est très restreint. Et les fourmis vivent dans un monde très chimique, il y en a beaucoup qui ne voient pas d'ailleurs, donc elles fonctionnent d'une manière, elles sont à côté de nous, dans le même monde, et en même temps elles sont dans un monde complètement différent, qu'on aura beaucoup de mal à appréhender parce que c'est pas du tout comme nous. Elles sont toutes très proches génétiquement, donc elles sont très proches, très, comment dire, elles peuvent se sacrifier assez facilement pour les autres parce qu'elles sont génétiquement très proches, un peu comme chez les humains on se sacrifie pour ses enfants, mais elles sont toutes sœurs à un stade où elles sont très 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 parentes. Donc elles ne fonctionnent pas comme nous. Et elles ont une espèce d'intelligence collective qui vient de principes très simples. Par exemple, pour trouver un chemin, une fourmi va jeter des phéromones de découverte, puisqu'elle fonctionne beaucoup à la chimie. S'il y a quelque chose à trouver, elle va revenir, une autre va y aller, et à force de faire des allers-retours, le chemin de phéromones va être très très fort. Donc ça va attirer de plus en plus de fourmis, et on s'est aperçu que même si ce n'était pas un cerveau organisé qui faisait ça, elles allaient toujours vers le plus efficace, et leur manière de trouver leur chemin a inspiré les GPS, par exemple. Donc, quand on observe des choses comme ça, on découvre aussi des choses qui peuvent nous être utiles. Ça, c'est les fourmis. Je n'ai pas tout dit, mais on ne va pas passer tout sur les fourmis, mais c'est vrai que c'est intéressant, les fourmis, parce que c'est loin de nous. Les insectes, ça n'attire pas, mais ça retient beaucoup, parce que c'est tellement loin de nous. Quand on sait, par exemple, qu'une mouche goûte avec les pieds, elle se pose sur vous, elles savent parfaitement qui vous êtes. Elles ont des papilles gustatives exactement comme notre langue, mais sur les pieds. Les papillons, ils entendent et ils sentent avec les antennes, et de très loin. Hein. Les sauterelles, elles entendent avec les pattes. Leur tympan, leur oreille, c'est une petite fente sur une patte avant. Donc, elles entendent vraiment avec les pattes. Donc, elles sont vraiment très, très loin de nous. Les insectes sont vraiment très loin de nous. Et c'est ça qui est passionnant aussi. Et c'est ça qui qui fait qu'on les sépare encore plus de nous finalement. Parce que c'est vrai que oui. Ils nous apparaissent très très loin du coup. Alors, ils nous apparaissent loin et puis ils nous font peur. C'est encore cette histoire de soit les animaux, on pense à eux en tant que choses à exploiter, soit on en a peur. Et ça se voit dans les médias, par exemple, dès qu'il y a un frelon, une vipère, une supposée attaque de requin ou quelque chose comme ça, mais ça fait les unes de tous les journaux, alors qu'on vit dans un monde de danger, de pesticides, de nucléaire, de choses comme ça, dont on ne parle jamais parce que ça vient de nous. Donc si ça vient de nous, ça ne nous dérange pas. C'est ce qui vient d'extérieur qui nous dérange. Et ça, c'est très symptomatique de notre civilisation aujourd'hui. On n'aime pas la nature parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas fait nous-mêmes, qu'on n'a pas maîtrisé. Et j'avais un ami au muséum qui s'appelait François Terrasson, qui est un grand penseur de l'écologie, qui a écrit La peur de la nature, qui est un bouquin fondamental, où il disait, pour nous, la nature, c'est le non maîtrisé. Mais même les écologistes ou les protecteurs des animaux qui font des nichoirs en forme de maison, voilà, ils se donnent l'illusion d'être nécessaires, alors que les animaux se débrouillent très bien tout seuls. Donc il y a quelque chose de perverti dans notre civilisation, justement, de se penser indispensable et d'être complètement anthropocentré, c'est-à-dire de penser qu'on est au centre de tout. Combien de fois on entend dire que la forêt, par exemple, ne se débrouillerait pas sans l'homme, mais non, la forêt se débrouille très bien sans l'humain. On le voit en Amazonie ou ailleurs. La nature se débrouille très bien. Les animaux n'ont pas besoin d'être gérés. Enfin, il y a tout un tas de pensées fausses qui sont véhiculées autour de la nature, les animaux nuisibles, les mauvaises herbes, enfin toutes ces choses qui sont des considérations complètement absurdes si on y réfléchit bien, mais qui sont on véhicule nos préjugés avec ça. C'est vrai que les mauvaises herbes et les animaux nuisibles et les mauvais animaux, c'est toujours nous qui avons tout classifié finalement. Et comment est-ce qu'on peut faire justement? Parce que c'est vrai que par exemple, moi j'ai beaucoup de gens qui ont des phobies des araignées, des phobies de tous ces animaux-là, et il y a une sorte de groupe de peur qui se retrouve autour des araignées. C'est presque
pas normal de ne pas avoir peur des araignées. Comment est-ce qu'on fait justement quand on a une phobie des araignées et qu'en même temps on sait à quel point elles sont aussi intelligentes et il y a quelque chose derrière? Est-ce que vous avez quelque chose pour ça? Alors, il faut distinguer la peur normale. On a eu des ancêtres tropicaux où les insectes, enfin, où les araignées, où les serpents étaient venimeux. Donc, on a une peur instinctive qui nous vient aussi de nos ancêtres. Les singes ont peur des serpents. Donc, il y a une partie qui est normale. La nature, il y a du danger aussi. Donc, il ne faut pas être idyllique non plus. Moi, je me suis retrouvé au milieu de lions ou d'éléphants. On a un instinct de proie qui nous vient de la préhistoire. On a tout de suite compris le rapport de force. Donc, il y a une peur qui est normale. Mais vous parlez de la peur qui est totalement irrationnelle. Alors, les phobies, je ne sais pas, ça se soigne. En tout cas, mon amie Christine Rollard, là, qui est aranéologue au muséum, fait des stages pour les gens qui ont peur des araignées. Elle met une mue d'araignée très loin de la personne, une mue de mygale quand même. Il n'y a pas plus d'animal dedans, c'est juste qu'une peau vide. Mais pour que la personne se fasse à l'idée, puis elle l'approche jusqu'à temps qu'elle y touche. Après, elle met une araignée vivante et quelquefois, elle est guérie, elle les soigne comme ça. Mais c'est pas dramatique d'avoir une phobie, c'est pas grave. Des fois, c'est Non. gênant dans la vie, c'est surtout ça. Oui, c'est ça. Non, non, c'est pas très grave. C'est souvent qu'on projette comme si c'était des êtres méchants, en fait. Il y a quelque chose comme ça qui se cache un peu derrière des mauvais, toujours des Alors, mauvais on y êtres. met nos idées. Oui, oui, il faut bien faire le tri entre la peur de la nature dont je parlais, qui est vraiment pas, qui est une civilisation qui s'est détachée beaucoup trop de la nature, des peurs qui sont plus ou moins normales ou des phobies qui entrent dans un autre registre. C'est pas tout à fait la même chose. Mm. Génial, merci. Est-ce que vous auriez des petites anecdotes sur les renards? Parce que j'ai une passion Ah. pour les renards. J'ai un vrai beau lien avec les renards. Est-ce que vous auriez quelque chose sur Alors, d'abord, le renard, c'est l'emblème de l'ASPAS, l'Association pour la protection des animaux. C'est moi qui ai dessiné ce petit renard il y a très C'est longtemps. vous qui l'avez dessiné? Oui, oui, je suis Mm. dessinateur. Et à l'époque, c'était gonflé parce qu'il y avait la rage encore en France. Le renard, c'était le voleur de poules. Enfin, il était mal aimé de tout le monde. Même vous faisiez un micro-trottoir, le renard, c'était un peu comme les chauves-souris ou les araignées aujourd'hui. C'était pas du tout un. Donc, on a fait beaucoup de sensibilisation. Et aujourd'hui, le renard est accepté, à part la catégorie des chasseurs, et encore pas tous. Le renard, on s'aperçoit que c'est un animal beau, intelligent, utile. Et quand bien même il ne le serait pas, d'ailleurs, c'est pas grave. Donc, c'est un animal qui est très intéressant, qu'on commence à observer, et il y a beaucoup de choses à dire. Une anecdote, quand les renards se croisent, souvent ils se mettent sur leurs pieds et ils sont debout comme ça. Ils dansent un peu, et ça a donné une danse dans les années 1910 en Amérique qui s'appelle le foxtrot, le trot du renard. Le foxtrot, ça vient de cette manière qu'ont les renards de se chicaner avec les pattes avant, un petit peu comme les kangourous, quoi. Ça, c'est une anecdote parmi Mm. d'autres. Ce n'est pas une observation naturaliste, mais c'est plutôt rigolo. Ce qu'on peut voir avec les renards, qui est très intéressant, c'est les renardeaux sur les ballots de foin. Quand on a fait les Oui. moissons ou les fenaisons, il y a des gros ballons. Et au petit matin, les renards aiment bien ces endroits-là parce que les campagnols, on les voit mieux. Donc, ils chassent bien les campagnols. Et les jeunes renards, ils adorent grimper dessus et ils jouent. Et ils testent leur rapport de force, leur hiérarchie aussi en faisant ça. C'est à qui sera le plus haut, descendre les autres ou montrer avant les autres, etc. Et c'est très mignon à regarder. Regarder jouer des renards, c'est vraiment un spectacle de la nature qu'on peut. Bon, il faut quand même se lever de bonne heure, il faut faire quelques pistages pour voir où ils sont, leurs crottes, tout ça, mais c'est quand même des choses qu'on peut voir. Et de plus en plus d'ailleurs, parce que les renards sont un petit peu moins chassés quand même, je pense, mais bon. Les renards, on en chasse, on en tue quand même plus de 600 000 par an. C'est pas gagné, hein, cette affaire, c'est pas gagné. Mais on y travaille, avec l'ASPAS, on y travaille. Ouais. Ouais, c'est vrai parce que moi, j'ai grandi à côté d'une forêt et il n'y avait pas de renards pendant tout un temps. Et au bout d'un moment, il s'est mis à avoir des renards. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de renards dans cette forêt-là. Donc, c'est chouette. Ça Alors, marque. les renards, ça s'apprivoise très, très facilement. Tous les étés, là où je suis, dans un village du Limousin, il y a des jeunes renards, mais qui se laisseraient presque approcher, manger dans la main.
qui croisent les chats d'ailleurs, et ils ne font pas la loi avec les matous, hein, il ne faut pas fantasmer là-dessus. Et ils sont naïfs, comme on dit en science, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas encore la chasse et les dangers de l'homme, parce que dans ce tout petit village, il n'y a pas de chiens, donc ils sont assez à l'aise. Et vraiment, on peut les apprivoiser, et vous savez qu'il y a une expérience qu'on a faite avec des renards argentés, qui sont une variété de notre renard roux, pour voir comment on a fait la domestication du loup. On a fait la même chose avec les renards. On a sélectionné que des renards qui étaient agréables avec l'homme, enfin gentils, pas farouches, plutôt amicaux. Et on a sélectionné que cela. Et de génération en génération, on a sélectionné que des renards sur leur psychologie, rien d'autre. Et ça a fini par donner des renards comme les chiens, par exemple, blancs et noirs, ou avec les oreilles qui tombent. Ça, c'est un caractère infantile, comme les chiens. Les chiens, ils sont un peu des loups infantiles. Et on a vraiment eu des petits renards qui agitaient la queue en voyant leur maître, qui glapissaient, qui se faisaient câliner. Et c'est vraiment une expérience qui a été menée en Sibérie, je crois, qui était intéressante. Maintenant, tous ces renards, ils ont été obligés de les donner parce que c'est des générations de renards, donc des dizaines et des dizaines d'animaux. Il y a des choses qui ne sont pas forcément super derrière tout ça, mais juste au niveau de la connaissance, c'est quand même très intéressant de voir que sélectionner un animal juste sur son caractère le fait aussi changer physiquement. Et c'est ce qui s'est passé entre le loup et le chien qui a donné des chihuahuas et des caniches. On est quand même très loin de l'animal d'origine. Et tous les chats qui ont gardé un certain caractère, mais qui ont des formes totalement diverses aussi. Donc, c'est quand même très intéressant. Voilà les possibilités de la diversité génétique d'une seule espèce. C'est vrai, c'est vrai. On peut en faire un petit peu, c'est comme si tout était presque modelable, quoi. Ce Oui, modèle, ils disent en tout cas. Mm. Et après, le truc, c'est qu'on oublie parfois leurs besoins aussi, du coup, derrière. Je vois avec justement les chevaux miniatures, par exemple. Les tout petits chevaux, bah, comme ils font la taille d'un chien, on a tendance à oublier que c'est aussi un cheval et que c'est pas un chien qui a des besoins de chien. Et, mais c'est intéressant, super intéressant. la sélection, ça aboutit avec des chiens ou des chats au nez écrasé, qui sont mal, qui ont du mal à respirer. Qui respire plus, ouais. Donc oui, il y a des choses qui ne sont pas très très bonnes là-dedans, ouais, c'est sûr. Et, euh, et je sais que vous parlez aussi bah, justement de communication animale, de communication intuitive dans votre livre. Comment est-ce qu'on peut justement se connecter davantage aux animaux qui nous entourent en général, que ce soit juste se connecter davantage à eux en fait? S'il y avait des... Alors ça, c'est vous qui pourriez me donner des leçons. Ça, je n'ai pas vraiment pratiqué. J'ai vu des choses qui m'ont semblé... bon, j'ai une culture scientifique, mais je pense que ça ne serait pas rationnel de fermer la porte sur des choses qu'on n'explique pas. Ce n'est pas parce qu'on ne les Ouais. explique pas que c'est n'importe quoi, et ce n'est pas parce qu'il y a des farfelus qui disent n'importe quoi que tout est faux. Donc, il faut faire le tri. Ce n'est pas évident. On est dans un terrain glissant. Je sais que j'ai beaucoup d'amis scientifiques qui veulent bien m'en parler, mais qui ne vont jamais publier là-dessus parce que par rapport à leurs collègues, ça les dénigrerait. Donc, bon, la science n'est pas encore totalement ouverte là-dessus, mais ça commence à venir. Et je sais personnellement, par exemple, que j'ai de l'intuition dans la nature. Souvent, je pense à un animal avant qu'il m'arrive devant. Je pense, par exemple, à un chevreuil, tac, je vois un chevreuil. Mais c'est au-delà des probabilités. Donc, je sais que je pars de chez moi, par exemple, et je me dis non, là aujourd'hui, il faut que je prenne mon appareil photo. Et j'ai raison de le faire parce que ce jour-là, il y avait une belle lumière, il y avait un lièvre au milieu du chemin exactement comme je le voulais. Enfin, bon, je sais que l'intuition, c'est pas un truc d'illuminé, qu'on peut avoir des sensations avec les animaux, j'en ai déjà eu aussi. Donc il y a des gens qui exploitent ça mieux que d'autres. Quand je dis exploite, c'est dans le bon sens, hein. Je pense encore une fois que les enfants sont beaucoup plus aptes que ça à ça que nous, parce qu'ils connaissent d'instinct la fraternité entre les animaux et nous, et il n'y a pas de barrière. Et il y a un langage non verbal qui fait qu'ils sont beaucoup plus ouverts, parce que c'est l'intellect qui nous prive souvent d'écouter la petite voix. Ça m'arrive souvent, hein, je me dis, tiens, il ne faudrait pas que je fasse ça, et je n'écoute pas la petite voix, parce que c'est très... Ouais, comment dire, c'est pas fiable dans un sens, c'est-à-dire on ne sait pas si c'est du fantasme, si c'est vrai, si c'est très difficile et je pense que les communicants avec les animaux savent distinguer le vrai du faux là-dedans.
Mais ça, c'est à vous de m'apprendre. On en parlera. Ouais, avec plaisir. Mais c'est vrai. Et est-ce que, en vous écoutant, est-ce que justement l'intuition et l'instinct, il n'y aurait pas presque un lien finalement entre les deux? Parce que dans cet aspect d'intuition, il y a aussi quelque chose d'assez instinctif parfois ouais, de revenir à justement cet instinct aussi qu'on a et que finalement les animaux, non, les enfants sont plutôt là-dedans et justement restent dans cette connexion à la nature, mais finalement à leur nature aussi. Je faisais un lien entre les deux. Oui, il y a un mélange. Instinct, ça veut dire génétiquement programmé, en gros, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on n'a pas appris. Donc, ça peut Mm, englober beaucoup de choses, hein. Le coucou, il fait coucou, il n'a jamais vu ses parents. Donc, ça, c'est mm, instinctif, c'est génétiquement programmé. Alors qu'il y a d'autres oiseaux, il faut qu'ils entendent leurs parents pour pouvoir chanter aussi. Euh, Ça, c'est l'instinct. L'intuition, ça recouvre plusieurs choses. Ça peut être une sorte de mémoire. Par exemple, on rencontre quelqu'un qui ne nous revient pas, peut-être simplement parce qu'on sait qu'il y a quelque chose dans la physionomie ou dans la manière de faire ou dans la voix ou dans des choses comme ça qui nous rappellent d'autres choses. Et par connexion inconsciente, on sait que cette personne-là, il faut qu'on s'en méfie. Mais ça, je ne sais pas si c'est ça l'intuition. Ça, c'est l'explication mm. rationnelle de l'intuition. Ouais, c'est ça. Maintenant, je pense qu'il y a aussi une sorte de perception du futur, si je veux aller dans des voies un petit peu non scientifiques, qui n'est pas impossible, pourquoi pas, puisque comme je l'ai déjà vécu, ça ne me paraît pas impossible. Et je l'ai vu aussi beaucoup autour de moi, c'est-à-dire qu'il y a des choses, on sent que ça va arriver, on sent les choses. Donc c'est une des voies à explorer de la science, d'ailleurs, qui ferait bien de s'occuper de ça. Mm. J'ai un ami, Stéphane Alix, qui s'occupe beaucoup de ça avec l'Inexploré. Ouais, c'est clair. Ouais, il y en a de plus en plus finalement aussi. Parce que ça pose question. C'est vrai qu'on s'est tous déjà dit, je le savais. Oui, Juste, je le savais et tout le monde se dit ça. Et en fait, si on le savait, c'est bien qu'on sentait quelque chose aussi. ouais, ouais. Donc ouais, c'est intéressant. Et Ok, des fois, on se génial. trompe. Donc, voilà, C'est c'est pas vrai. du tout certain, hein. Oui, c'est vrai, c'est pas du 100%. Mm. Et, euh, et vous parliez aussi justement du jeu chez les renardeaux. Est-ce que chez tous les animaux, il y a cet apprentissage aussi par le jeu? Parce que c'est vrai que le jeu est quelque chose de super important. Moi, j'ai une phrase, ma phrase, c'est «La vie est un jeu, il n'y a pas d'enjeu», qui vient d'un renard, justement. Mais est-ce qu'il y a cette notion de jeu? Quelle place elle prend chez les animaux en général? Ah, c'est très important. Jouer, c'est apprendre. Donc, c'est une formation. Et si la sélection naturelle, dans ce monde où quand même on risque sa peau, il y a des prédateurs, etc., la sélection a retenu le jeu, c'est quand même que c'est très, très important dans la formation des jeunes animaux. Et c'est Mm. important pour les animaux qui ont besoin d'être formés, justement. C'est-à-dire sur les animaux qui ont besoin d'un apprentissage avec des parents, des codes sociaux. Le jeu, ça apprend beaucoup les codes sociaux parce qu'il y a des règles. Un chat qui sort ses griffes, par exemple, il va se faire griffer. Donc, il saura tôt ou tard qu'il faut garder les griffes rentrées ou ne pas mordre. Un chiot va apprendre à ne pas mordre. Et un chat ou un chien bien sociabilisé saura faire pour de faux. C'est-à-dire jouer à, même quelquefois, on voit des chiens de taille très, très, très différente. Le tout petit pourrait risquer sa peau, quoi. Et on voit qu'il joue, il le sait, Mm. qu'il ne risque rien, parce que dans leurs codes sociaux, il sait que l'autre sait que c'est du jeu, et ça apprend beaucoup. Il y a des scientifiques qui pensent que le jeu est à la base de la solidarité et de beaucoup d'autres choses, de la notion de l'autre, du respect de l'autre, du respect des règles sociales. Donc, c'est pas rien. Et ça apprend aussi, alors non seulement les règles sociales ou la hiérarchie, ça apprend à savoir qui est plus fort, moins fort, mais ça apprend à tester les possibilités du corps et du cerveau. C'est très important. Et d'ailleurs, les petits cabris, par exemple, on les voit qui sautent dans tous les sens, les petits moutons qui sautent, les petits chiens, ils vont mordre, etc. Ils apprennent leur métier. C'est-à-dire qu'ils apprennent leur métier ou de proie qui va être de courir, ou de prédateur qui va être de courir après, ou de mordre ou d'attraper. Ils apprennent leur métier, en fait. Et ils ne sauront pas survivre s'ils n'ont pas bien joué. Et en plus, ce qu'il y a de très curieux, c'est que le jeu est lié au rêve. C'est-à-dire que les animaux qui rêvent sont des vertébrés à sang chaud, on va dire, à température constante.
Et plus ils ont besoin de développement, et plus ils rêvent. Parce que le rêve aussi fait partie du développement. Par exemple, un chat, ça rêverait jusqu'à 200 minutes par 24 heures. Le chat joue, c'est un animal assez sophistiqué, intelligent, etc. Il dort beaucoup, il rêve beaucoup. Alors qu'une poule, le poussin, quand il éclot, il sait déjà tout, il a déjà tout en instinctif, il n'a pas besoin de beaucoup jouer. Et une poule, ça rêve 6 secondes à peu près, en 24 heures. Donc on voit la différence. Et je trouve ça intéressant, ce rapport entre le rêve et le jeu, qui sont tous les deux des phases nécessaires à l'apprentissage. Oui, c'est super intéressant ça. Et, et non, je suis en train de réfléchir à nous, notre lien avec justement le jeu et le rêve aussi. C'est vrai que je Nous, trouve ça... on joue et on rêve. Et c'est très intéressant aussi dans notre société, important. On a un sommeil paradoxal, hein, on rêve, ça c'est sûr. Et c'est nécessaire. Si on ne rêvait pas, on deviendrait fou. Et le jeu est important aussi, comme on est comme les chiens, une espèce néoténique. Ça veut dire qu'on est toujours un petit peu infantile. On joue toute notre vie. Et par exemple, pour prendre un exemple, les jeux, le foot par exemple, c'est un jeu, c'est un symbole, c'est une sorte de. Le ballon est un symbole de proie ou d'enjeu. Donc il y a des gens qui courent après, mais avec des règles. Et disons que c'est un substitut de chasse ou de guerre pacifique. Donc ça permet de défouler certains instincts d'adversité enfin quand c'est bien fait, évidemment. Et ça a un rôle social très, très intéressant et très important, le jeu organisé chez les humains. C'est super intéressant, ça c'est vrai. J'ai jamais réfléchi à pourquoi est-ce que finalement on aime courir après un ballon comme ça et puis Alors, organiser des moments. on est un petit peu prédateur, pas seulement, mais un petit peu. Parce que si vous jetez un ballon dans un champ où il y a des moutons ou des chevaux, ils vont avoir peur. Si vous Ouais, jetez un ballon à un chien, il va courir après. Parce qu'il y en a ouais. un qui est une proie potentielle et l'autre qui est un prédateur. Hmm. Oui, ouais, c'est vrai. Et nous qui sommes des singes assez guerriers, on a besoin de canaliser notre agressivité aussi dans des jeux de ballon et dans des jeux collectifs. Sauf qu'il y en a qui ont mal fait leur apprentissage social, comme les chiens qui mordent toute leur vie. Et il y a des supporters qui n'ont pas compris que c'était pour de rire et qui sont prêts à tuer pour leur équipe. Et là, c'est exactement le même problème. Ouais, ouais, c'est clair. Génial. Et vous parlez aussi tout à l'heure, au tout début, par rapport à la nature, du côté sacré de la nature. Qu'est-ce que vous mettez derrière ça, derrière ce côté sacré de la terre, de la nature, de tout ça? Ça, c'est très sensitif aussi, hein. Là, on est plus trop dans la science. Un vieil arbre, ça a Mm. quelque chose de respectable. Ouais. C'est toute une vie, c'est toute une expérience presque. Mm. L'arbre, c'est très curieux parce qu'on s'intéresse plus aux espèces animales qui sont proches de nous. Donc, a priori, moins aux plantes qu'aux bêtes. Et sauf pour l'arbre. L'arbre, c'est vraiment quelque chose qui nous fascine tous. Et il y a quelque chose de sacré dans un bel arbre. Et on sait, par exemple, que tous les lieux de nature très forts, comme les sources, les cascades, les grottes, les arbres millénaires, sont des sources de hauts lieux de spiritualité ou de religion. C'est Ouais. la grotte de Lourdes, c'est des cascades sacrées, c'est des terres sacrées. Plus la nature est forte et plus ça nous inspire quelque chose de spirituel. Mm. Et, et par rapport aux arbres, vous disiez que c'est quelque chose qui nous fascine, plutôt les arbres en général. C'est intéressant ça. Oui, oui. Bah, on le voit alors bêtement, commercialement, chez les éditeurs, on voit bien que les livres sur les arbres marchent très très fort. Oui, ça Alors que c'est la vrai. Ouais. loi, ouais, la loi, c'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est ce qui est proche de nous. Donc, Mm. si vous allez mettre un dauphin, un cheval, un vertébré proche de nous, ça va marcher. Si vous mettez une araignée, ça va beaucoup moins marcher. Mm. Euh, si vous mettez une amibe, ça va vraiment pas marcher du tout. Et si vous mettez un arbre, tout d'un coup, ça va bien marcher. On sait le succès des C'est vrai. bouquins sur les. Alors, on Ouais. sait aussi que depuis Volben et d'autres, que les arbres communiquent entre eux.
Mm. C'est pas lui qui l'a inventé, mais il l'a beaucoup médiatisé, et on l'a médiatisé lui. Et on sait que par les mycorhizes, myco c'est champignons, rhiz c'est racines, c'est des champignons qui joignent les racines et qui font circuler des informations entre des espèces végétales qui ne sont pas forcément les mêmes d'ailleurs. Donc il y a vraiment un réseau qu'on appelle le web végétal. D'ailleurs, sous nos pieds, quand on marche en forêt, sous les racines, il se passe des tas de choses de circulation d'informations dont on commence juste à avoir notion. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et les végétaux, de toute façon, sont très intéressants, mais ils ont la mauvaise idée d'aller moins vite que nous. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas bouger, on ne les voit pas vivre. Et dans les docs sur la nature, on fait souvent des time-lapse, c'est-à-dire des accélérés. On voit les fleurs qui s'ouvrent, on voit les arbres s'ouvrir aussi, ou même se refermer quand ils dorment le soir, etc. Et on commence à les voir vivre parce qu'on les met à la même dimension de temps que nous. Et on commence à se rendre compte que les plantes ont une vie vraiment très intéressante, qu'elles voient les couleurs, qu'elles sont sensibles aux vibrations, des tas de choses qu'on ne soupçonnait pas avant. Mm. Donc tout est C'est passionnant. vrai. Ouais, tellement, tellement. Et c'est vrai que les arbres, on les voit un peu comme moi aujourd'hui, pour moi, c'est des grands sages. C'est comme si justement, avec cette notion du temps qui n'est pas la même et le fait qu'ils soient là et qu'ils restent présents et très présents finalement, comme s'ils portent une sagesse aussi, qu'on ressent d'ailleurs assez fort. Vous parliez de câlins aux arbres aussi, et c'est vrai qu'on beaucoup de choses qui passent ces moments-là. C'est intéressant. Et, hum, et justement, comment est-ce qu'on pourrait, oui, pas pour les enfants, alors les emmener dans la nature, mais pour nous tous, ce serait quoi l'idée pour justement se reconnecter à la nature, éveiller aussi nos sens quant à la nature et voilà, faire cette La connexion. recette est la même pour les adultes, hein. Mm. Moi, je dis toujours foutez les enfants dehors, mais on peut mettre les grands avec, hein. C'est pareil. Quand on est dehors, déjà, il y a des parfums qui sont différents. La pelouse qui a été tondue, l'odeur de la forêt après la pluie, tout ça, c'est des choses qui nous parlent. L'odeur des fleurs, des mousses. C'est des choses qui nous parlent et qui sont ancestrales. Nous, ça fait des millénaires qu'on a été pétris par la sélection naturelle. On est issu de la nature. Donc, quand on est dans la nature, c'est le retour aux sources. On n'est pas étranger à ça. On s'en est éloigné à cause de notre civilisation, mais ça nous parle tout de suite. Notre nature intérieure et la nature extérieure sont toujours en communication. Et quand la nature extérieure est calme et sereine, on l'est aussi. Il y a vraiment une circulation entre les deux. Donc les adultes, pareil, il faut les mettre dehors, il faut leur apprendre à prendre leur temps, parce que la ville, c'est un peu le contraire de la nature. C'est une espèce de chape émotionnelle de bruit, de stress, d'odeur, de pollution, etc. On s'adapte, hein. Nous, on est des animaux comme les autres, on s'adapte à tout et on s'en rend même pas compte qu'on n'est pas bien là-dedans. Il y a ce que les psychologues appellent le syndrome de manque de nature, on s'en rend même pas compte. Mais Mm. quand on va en vacances, les gens qui vont en vacances, qui se disent mais qu'est-ce que je fous tout au long de l'année c'est là qu'on est bien, on s'en rend compte quand même. On va au bord de la mer parce que la mer c'est quelque chose de fort, ou on va en forêt parce qu'on Mm. sent les arbres, on sent tout ça. L'air est meilleur, le silence, il y a la lenteur aussi. Ça c'est très important, la lenteur. On prend le temps. Et moi, naturaliste, quand je dois observer un animal, je suis obligé de prendre le temps. Même si je ne suis pas très patient de nature, je suis obligé d'attendre, de ne pas lui faire peur. Et ça nous apprend ça. Et pour moi, la nature, c'est aussi la liberté. On est en liberté. On n'a pas de code. On n'est pas obligé de mettre un identifiant, des trucs, des machins. On n'est pas obligé de montrer sa carte d'identité. On est libre, quoi. Un peu comme un Mm. animal. Et je pense qu'on se sent un peu comme on devrait être tout le temps. Mm. Ouais, c'est ça, libre d'être. Ouais. Et c'est vrai que le premier confinement a permis ça aussi. Il y a eu beaucoup de... En fait, c'est comme si on s'était rendu compte que dans les villes, il manquait quelque chose. Le fait d'être enfermé et coincé là, ça a aussi créé beaucoup ce besoin de retour aussi, bah, justement, à la nature, aux sources et à tout ça. Et par rapport, dernière petite question, par rapport à ce qui se passe pour la Terre, justement, l'écologie, etc.
souvent, on demande justement qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce serait justement s'engager dans une association, aller faire un tour, par exemple, sur votre association, l'association dont vous êtes porte-parole pour la protection des animaux sauvages. Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire aussi quotidiennement pour ça, pour ce qui se passe pour Terre aujourd'hui? Alors, pour la nature, oui, c'est la première étape, faire partie d'une association. Alors, il y a l'espace, mais il y en a d'autres, qu'importe, parce que chacun ses registres. Il y en a, ça sera plus le climat, qu'importe. Déjà, ça permet de ne pas être passif. Et même contre l'éco-anxiété, il y a que je vois que l'action contre cette impression d'être impuissant face au lobby, face à l'inaction des politiques, face à tout ça, on est écrasé. Donc, on est obligé de faire quelque chose, sinon on se laisse écraser. Donc, on ne peut pas rester passif. Donc, ça, c'est quelque chose de minimum. J'ai fait avec une amie le guide de l'éco-guerrier, d'ailleurs, qui donne toutes les étapes de ce qu'on peut faire. Et on peut faire des tas de choses. Il y a plein d'actions possibles dans tous les domaines pour faire bouger les choses. Il ne faut pas partir perdu. Voilà. Donc ça permet de soigner un peu son éco-anxiété et ça permet aussi surtout de faire bouger les choses parce que pendant longtemps on a parlé des petits gestes. Donc on peut prendre sa douche à 2, à 3, à 12, c'est rigolo, mais ça va pas sauver la planète. Hein. On trie ses déchets, tout ça c'est très bien, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Et je pense vraiment aujourd'hui qu'on est dans un tel état d'urgence qu'il faut agir. Bon, moi, je suis militant dans l'espace, mais je pense que j'aurai 20 ans aujourd'hui, je serai à Extinction Rébellion ou des assos beaucoup plus qui prennent des risques, quoi, qui s'enchaînent à des industries qui font des choses comme ça. Et je trouve ça bien qu'il y ait toute cette génération qui prend conscience de tout ça et qui veut faire bouger les choses parce que pour l'instant, c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer, mais il ne faut jamais partir perdu. Voilà. Il y a des choses qui iront mal, on sait qu'on on va pas dans le bon sens, qu'on va vers le mur et qu'on a plutôt tendance à accélérer, mais ce n'est pas une raison. C'est justement une raison pour se battre. Oui, c'est ça. C'est vrai que moi, j'entends beaucoup, comme c'est en gros peine perdue, ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit. Et Oui, justement. c'est un humoriste qui disait il est trop tôt pour savoir s'il est trop tard. Mais ça veut dire que tant que ce n'est pas arrivé, on attend, et une fois que c'est arrivé, on dit bah, c'est plus la peine. C'est trop Non, tard. ça, c'est vraiment le moyen de rien faire et de penser qu'à soi. Et ça, c'est terrible. On reste des animaux, c'est important, notre nature aussi. On reste des animaux avec des instincts, avec un cerveau et un striatum qui nous donne beaucoup de récompenses. Il y a un livre qui s'appelle Le bug humain qui explique ça, qui est très très bien. Ça fait des millénaires qu'on a des récompenses pour avoir des actions qui vont vers la survie, c'est-à-dire se nourrir, s'accoupler, etc. Et ça on l'a depuis qu'on est même pas poisson, c'est très vieux. Et l'acquisition la plus récente, c'est le cortex, la partie intelligente, mais elle ne fait pas le poids. Face à l'instinct et face à notre cerveau qui est drogué à la dopamine, à toutes ces récompenses, on a beau se dire qu'il faut faire des choses, il y a quelque chose qui fait que ce n'est pas assez fort pour qu'on agisse. C'est vraiment notre nature animale aussi qui nous empêche d'aller plus loin. On a un cerveau qui est fait pour les dangers immédiats en tant que proie, parce qu'on est aussi des proies. Donc le danger immédiat, ça va. Mais réfléchir à ce qui pourrait arriver dans 20 ans, on n'est pas équipé pour combattre ça. C'est très rare les gens qui militent pour des choses comme ça, qui sont encore abstraites et qui ne nous ont pas encore touchés physiquement. Et c'est ça le problème de notre société d'aujourd'hui, c'est qu'on est tous restés comme ça, des singes pas encore assez intelligents. Ouais. Même si ça nous touche finalement déjà, on ne s'en rend pas encore assez compte presque. C'est pour ça qu'on commence à réagir. Là, les sécheresses, les méga-feux, les canicules, là, on commence à se dire, finalement, les écolos avaient peut-être raison. Mais il est grand temps. Hein. Oui, c'est clair. C'est clair. Bien. Merci. J'ai une dernière question qui est notre question, mais ce serait, on en a déjà beaucoup parlé, c'est d'ailleurs aussi le sujet de votre livre, le bonheur aussi dans la nature.
Et, c'est justement comment est-ce qu'on peut s'inspirer des animaux pour être plus humain? Ah, c'est une vaste question. Ben, on C'est une entend. très vaste question. Oui. Ben, qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre? Peut-être leur spontanéité. Il n'y a pas de Mm. vernis social, même s'il en faut, il faut être poli, etc. Il y a des choses à respecter. Ils sont eux-mêmes. Ça, c'est très important. C'est ce que nous apprend la zoothérapie, d'ailleurs. Les animaux sont eux-mêmes et nous, ils ne nous jugent pas sur notre compte en banque, sur nos opinions politiques et tout ça. Ils ne nous jugent pas. C'est pour ça aussi ils nous transmettent une espèce d'amour pur. Il n'y a pas autre chose que des choses essentielles. Ils sont dans l'essentiel. Ils ont même une sorte de forme d'égoïsme nécessaire qui les protège, ingénu, un peu comme les enfants d'ailleurs, mais qui ne va pas au-delà. Il y a plein d'animaux qui sont capables d'empathie. C'est pas, et on ferait bien de s'inspirer de cette espèce de spontanéité, voilà, sans arrière-pensée, sans calcul. Mm. C'est important. Ouais. Bien, merci beaucoup. On mettra du coup le lien, enfin le lien avec l'image de ce livre justement de Le bonheur est dans la nature qui approfondit un petit peu tout ça et puis parler aussi de la nature en bord de chemin qui nous permet de nous reconnecter à aussi la nature qui est présente autour de nous parce qu'elle est là en fait. On n'a pas besoin de partir, elle est là. Tout simplement, elle est là. Et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour cet échange qui était vraiment très, très inspirant, vraiment passionnant. Je resterai bien encore discuter un bon moment avec vous et approfondir tout ça. Et bon, du coup, on pourra l'approfondir dans les livres qu'on va afficher par ici. Et, euh, et puis voilà, merci. Ben, merci Puis, beaucoup pour ces échanges et avec à plaisir. bientôt, de toute Oui, façon. à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.